Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Alex fait claquer la porte derrière lui. Il descend les marches de la véranda. En même temps, il agite sa serviette de cuir pour faire fuir les gamins nichés dans les arbres. « Descendez de là, espèce de petit voyou !» hurle-t-il en tapant avec sa serviette sur les branches. Les garçons sautent des arbres. Comme il les poursuit, il court jusqu'à la barrière du fond. Mais l'un d'entre eux, moins agile que les autres, se fait rattraper. Alex le tire jusqu'à la porte du jardin en le tenant par l'oreille. « Arrêtez !» gémit le gamin. « Arrêtez ! Ça fait mal !» Mais Alex ne l'écoute pas et tire violemment. Alors, pour libérer son ami, l'un des garçons, au bout de la propriété, détache d'un arbre une pêche bien mûre. Il vise et le fruit s'écrase juste sur la cravate bleue d'Alex. Il lâche l'oreille du gamin qui en profite pour s'échapper. « La prochaine fois, crie Alex, j'appelle la police !» Mais les enfants font la ronde pour le narguer. Sur la véranda, tante Edith ne peut s'empêcher de rire. Son neveu est tellement sérieux. « Pourquoi riez-vous » demande-t-il en venant vers elle, le visage rouge de colère. « Alex, si tu t'étais vu en train de pourchasser ces voleurs de pêche avec ton cartable, je crois que tu aurais ri à ton tour. Allez, maintenant tu ferais mieux de changer de cravate, sinon on va dire à ton travail que tu manges salement. » Alex jette sa serviette par terre. « Tu n'es jamais contente de ce que je fais » dit-il d'une voix sourde. « Toutes les occasions sont bonnes pour te moquer de moi. J'essaie de te défendre contre des voyous et qu'est-ce que j'obtiens comme remerciement? Tu me ris au nez. »« Calme-toi, » répond Edith avec sévérité. « D'abord, ces enfants ne sont pas des voyous. Et puis c'est moi qui leur ai dit de venir cueillir des pêches quand ils en ont envie. » Alex suit sa tante dans la maison. Dans un placard, elle prend une nouvelle cravate qu'elle tend à son neveu. « Sois plus indulgent, Alex, » lui dit-elle affectueusement. « Tu n'as pas 30 ans et tu te conduis déjà comme un vieux grand-père. »« Oh, excuse-moi, tante Edith, mais c'est parce que je me fais du souci pour toi. Tu vois, ça m'embête de te laisser seule pendant 2 semaines et je ne veux pas que que ces enfants en profitent pour t'ennuyer. » « Tu me traites comme une vieille dame impotente, » s'indigne-t-elle gentiment. « J'ai 74 ans, c'est vrai, mais je suis tout à fait capable de me défendre. » Alex met son épingle à cravate, puis prend affectueusement les mains de sa tante entre les siennes. « Harry viendra le matin pour t'aider à faire le ménage. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, demande-le lui. Promis ? » « Promis. » « Allez, Alex, maintenant va-t'en vite. Tu vas rater ton avion et tu diras encore que c'est ma faute. » Il prend sa valise dans l'entrée. Il embrasse sa tante sur le front, puis, alors qu'il allait sortir, il lance « Oh, tante Edith, j'oubliais. J'ai réparé la porte de la salle de bain. La serrure fermait mal. »« Tant mieux, » répond sa tante. « Je vais à nouveau pouvoir prendre de longs bains sans avoir peur d'être dérangé. Tu es un ange, mon Alex. » « Je te promets de faire des efforts dans ce sens, » répond-il avec un large sourire. « Dorénavant, je ne me mettrai plus jamais en colère. Au revoir, ma chère tante. » Dès qu'il voit la voiture s'éloigner, 2 gamins bondissent hors des fourrés où ils s'étaient cachés. Puis ils s'approchent de la maison en sifflotant. Edith les entend et sort à leur rencontre. « Bill, Johnny, vous pouvez venir. La voie est libre. » « Nous le savons, maman Edith. »
Maman Edith, c'est le surnom que les deux enfants ont donné à leur vieille amie. Elle rentre un instant dans la maison et en ressort les bras chargés de pain, de brioches et de pots de confiture. Tous les trois s'installent sur la véranda autour de la table, puis ils commencent à manger en discutant. « Alors, enfin débarrassé de votre neveu ?» lance Bill d'un air malicieux. « Bill, » gronde la vieille dame, « il ne faut pas parler comme ça. J'aime beaucoup Alex. Bien sûr, il est un peu casse-pied, propose Johnny. Edith se racle la gorge. Non, ça n'est pas ce que je voulais dire. Non, il est un peu rabat-joie, lance Bill à son tour. Elle les regarde d'un air faussement indigné. Mais comme les deux gamins éclatent de rire, elle ne peut s'empêcher de les imiter. « Taisez-vous, murmure-t-elle, s'il nous entendait, il serait furieux. Il me dirait que vous êtes des petits voyous. »« Vous devriez pas le laisser tout diriger, maman Edith, » dit Bill d'un air plus grave. « Vous êtes chez vous, ici. Vous devriez pas avoir peur de lui. »« Ah, tu as raison, soupire-t-elle. Mais c'est un bon garçon. Il ne veut que mon bien. Il est maladroit. Voilà tout. » Bill et Johnny sont repartis chez eux. Avant d'aller se coucher, Edith prend un bon bain. Elle fait couler l'eau et ferme la porte à clé. Elle aime ces moments de solitude. Personne ne viendra la déranger. « Ces petits ont raison, » se dit-elle en plongeant son corps dans l'eau chaude. « Alex se conduit comme le patron ici. Mais en même temps, il est si gentil. Il a dû passer encore plusieurs heures à réparer la serrure, rien que pour me faire plaisir. » Sortant de son bain quelques instants plus tard, elle enfile un peignoir et saisit la poignée de la porte pour sortir. Mais à sa grande stupéfaction, la poignée lui reste dans la main. Sa première réaction est d'éclater de rire. « Ce cher Alex, » se dit-elle, « il a voulu trop bien faire. » Au bout d'un moment, elle s'aperçoit que la situation n'est pas si drôle que ça. Elle cherche parmi ses affaires de toilette ce qui pourrait l'aider à sortir, mais ce n'est pas avec une brosse à dents qu'elle va pouvoir forcer la serrure. Il est tard. Edith est épuisée. Tant pis, il n'y a pas d'autre solution que de se coucher dans la baignoire. Oh, tout de même, à mon âge. Enfin, Marie viendra à 8 heures demain matin. Elle me délivrera. La vieille dame s'endort. Mais son sommeil est traversé par un mauvais rêve. Elle se réveille en sursaut au petit matin. « Alex !» crie-t-elle. Edith a un horrible pressentiment. En partant, il lui a dit « Dorénavant, je ne me mettrai plus jamais en colère. » Il y avait quelque chose d'ironique dans son sourire. « Oh non, non, se dit-elle, non, c'est la fatigue qui me fait délirer. » Pourtant, s'il ne lui avait pas dit que la serrure était réparée, jamais elle ne se serait enfermée. Une peur soudaine s'empare d'elle. « Au secours! Au secours !» lance-t-elle d'une voix faible en tapant à la porte. Épuisée, elle s'assied dans un coin. Les heures passent. 8 heures. 8h30. 9 heures. Marie est en retard. Elle ne viendra plus, songe la vieille dame. Elle ne viendra plus et je vais mourir ici, lentement. Elle se rappelle le testament qu'Alex lui a dicté il y a 2 jours. « Mais pourquoi veux-tu me faire signer ça ?» avait-elle dit en riant. « Ça porte malheur, et puis je me sens encore en pleine forme. »« Tu nous enterreras tous, » a-t-il répliqué gaiement. « Mais on ne sait jamais, alors autant se débarrasser tout de suite de cette paperasse. Ensuite, on sera plus tranquille. » Edith a un sursaut d'orgueil. Elle ne va tout de même pas se laisser mourir en gémissant. Non, elle ne lui fera pas ce plaisir. D'abord, il faut manger. Elle ouvre la fenêtre qui donne sur le jardin et, à travers le barreau, elle tend la main.
Après quelques instants d'effort, elle sent sous ses doigts une pêche. Elle l'arrache de la branche. Heureusement que Bill et Johnny en ont laissé quelques-unes. Bill et Johnny, ils viennent souvent rôder par là. Mais elle ne va pas crier toute la journée en espérant qu'ils l'entendent. Elle y laisserait toutes ses forces. Elle prend la bouteille de mercurochrome dans la pharmacie. Elle plonge son doigt dedans et, sur un mouchoir en papier, elle écrit « Aidez-moi ». Si par chance, les deux enfants trouvent le papier, ils comprendront que quelqu'un est en danger. Par la fenêtre, Edith lance la boulette aussi loin que possible. Le papier roule jusqu'au pied d'un arbre. Edith a la tête qui tourne. « Mon Dieu, se dit-elle, combien de temps vais-je encore pouvoir tenir ?» « Bizarre, dit Johnny. Maman Edith a fermé toute la maison. »« Ben alors, réplique Bill. Elle est partie se promener, voilà tout. »« Ah non, c'est pas son habitude de partir l'après-midi. En général, elle préfère sortir le matin. »« Oh, tu vas pas commencer à la surveiller comme son neveu. Elle a le droit de faire ce qui lui plaît. »« Ouais, t'as raison, Bill. Mais des fois, je me dis qu'elle est bien seule dans cette grande maison. Je suis pas tranquille pour elle. » Les deux gamins n'y pensent plus. Ils sont tout près de la salle de bain, mais ils ne peuvent pas voir Edith. Elle est allongée sur le carrelage. Dans son sommeil, elle a cru entendre les voix de ses jeunes amis. Soudain, elle ouvre les yeux. Elle se précipite vers la fenêtre. « Bill! Johnny! Je suis là !» Mais sa voix est trop faible. Il ne se retourne même pas. Soudain, à ses pieds, Bill voit le petit mouchoir en papier qu'a lancé Edith. Il se baisse et le ramasse. Edith a un instant d'espoir. « Johnny !» crie-t-il à son ami. « Je t'ai déjà dit de pas jeter tes mouchoirs chez maman Edith. C'est dégoûtant. »« Mais c'est pas à moi !» lance Johnny. Arrivé sur le chemin qui borde le jardin, Bill lance négligemment le mouchoir par terre. « Oh non !» « Non !» sanglote Edith à sa fenêtre. « Bill, Johnny, ne laissez pas mourir votre vieille maman Edith. » Les deux enfants marchent un instant sur le chemin, puis ils s'arrêtent. Ils sont tournés vers la maison, mais à une telle distance qu'ils ne remarquent sans doute rien. Oh, si elle pouvait... Le morse, se dit-elle soudain. Le morse! Elle les a souvent vus jouer à cela. Ils se mettent chacun à un bout de la propriété et ils se lancent des signaux avec des morceaux de verre. Edith prend une de ses chaussures et d'un coup sec, elle brise le miroir qui se trouve au-dessus du lavabo. Puis elle ramasse un éclat de verre et, se dressant sur la pointe des pieds, elle tente de renvoyer les rayons du soleil vers les deux garçons. La lumière lui blesse les yeux. Avant de s'écrouler de fatigue, elle croit voir l'un des deux gamins qui pointe un doigt vers elle. Lentement, Edith ouvre les yeux. Il flotte dans l'air comme une odeur de thé au jasmin. Est-elle morte? Est-elle au paradis? « Buvez cela, » lui dit Bill. « Non, non, murmure-t-elle. Je voudrais juste dormir. »« Buvez, » reprend Johnny d'une voix autoritaire, « ou bien nous nous fâchons. » Malgré sa faiblesse, Edith ne peut s'empêcher de sourire. Ces deux sauveteurs en culotte courte se tiennent devant elle, sérieux comme des papes. « Quel idiot cet Alex !» dit Bill. « Il aurait quand même pu vérifier la serrure. »« Mais justement, » réplique Edith, « il l'a vérifié. »« Qu'est-ce qu'elle dit ?» demande Johnny. « Rien, elle délire, elle est encore trop fatiguée. » C'est seulement 2 jours plus tard qu'elle peut raconter à ses jeunes amis l'horrible machination d'Alex. Les 2 gamins veulent prévenir la police, mais Edith les retient.
Non, 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 c'est peut-être un accident, dit-elle. J'y ai bien réfléchi. Je connais mon Alex. Il est si gentil. Oh, vous voyez le bien partout, maman Edith, réplique Bill. C'est un assassin, un point, c'est tout. Et en même temps, elle a pas tort, intervient Johnny. On pourra jamais prouver que c'est un crime. À moins que... Le petit garçon réfléchit intensément. Soudain, il éclate de rire. Il chuchote un instant à l'oreille de son ami, et celui-ci rit à son tour. « Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites ?» demande la vieille dame avec impatience. Bill et Johnny lui exposent leur plan. Edith prend des airs outragés. C'est si cruel pour Alex. En même temps, elle se mord les lèvres pour ne pas rire. « Vous êtes vraiment deux petits démons, » leur dit-elle en les serrant dans ses bras. Ils ont 1 semaine pour préparer la maison. Il a fallu percer un trou dans le mur et acheter quelques accessoires chez Monsieur Peabody, le marchand de farces et attrapes. Maintenant, ils sont prêts. La voiture grise d'Alex file sur le chemin. Caché dans un fourré, Bill la laisse passer, puis, avec un petit miroir de poche, il adresse un signal à Edith et Johnny. « Prête ?» demande Johnny. « Prête ?» répond Edith. Elle a quand même un peu honte, Edith, de s'être laissée entraîner dans une pareille aventure. Plus elle y pense, et plus elle est presque sûre qu'Alex est innocent. Oh, il va être furieux. Johnny remarque son hésitation et lui dit « Maman Edith, vous voulez en avoir le cœur net, n'est-ce pas? Vous n'allez pas toute votre vie vous demander si Alex est ou n'est pas un assassin. » Non. Non, mon petit, tu as raison. S'il a rien fait, reprend Johnny, eh ben il en sera quitte pour une grosse peur. La voiture entre maintenant dans la propriété. Edith et Johnny sont cachés dans le jardin. Alex se gare devant la maison et descend de sa voiture en sifflotant. Il prend ses clés et entre dans la maison. À ce moment, Edith et Johnny courent sans bruit se cacher sous la fenêtre de la salle de bain. « Tante Edith !» crie Alex dans le couloir. « Tante Edith ! C'est moi ! Alex !» Pas de réponse. Il inspecte la chambre de sa tante, le salon, la cuisine. Personne. Alors, un étrange sourire aux lèvres, il se dirige vers la salle de bain. Il voit la poignée de la porte sur le sol. Un large sourire illumine son visage. « Ça a marché, » se dit-il. « Je suis enfin riche. » Pendant des années et des années, il a dû faire des sourires et des câlins à cette vieille toupie. Maintenant, tout ça, c'est du passé. Maintenant, il va pouvoir vendre enfin cette maison qu'il déteste et acheter un bel appartement à Londres. Attention, attention, se dit-il. Ne vendons pas trop vite la peau de cette vieille folle. Telle que je la connais, elle est bien capable d'avoir survécu dans ce trou à rats, rien que pour m'embêter. À l'aide d'un tournevis, il défait la serrure. Sur le sol, il voit le peignoir. Cette fois, il n'y a plus aucun doute. Il y a 15 jours qu'elle pourrit là. Alors, tante Edith, dit-il en s'approchant de la baignoire, on est bien morte, j'espère. Soudain, il recule, terrorisé. Là, au fond de la baignoire, il y a
Un squelette. Oh non. Non, non. Non, j'ai roulé toute la nuit, se dit-il, je suis mort de fatigue, j'ai des hallucinations. En 15 jours? Mais c'est impossible. Il n'ose pas regarder de nouveau. Pour se calmer, il s'asperge le visage d'eau froide. Il se regarde dans le miroir. Tout à coup, le reflet de son visage se déforme. Lentement, lentement, apparaît l'image de tante Édith. Je suis morte, Alex, dit-elle d'une voix grave. Je suis morte de chagrin quand j'ai compris que tu voulais me tuer. Tante Édith, gémit Alex. Tante Édith, pardonnez-moi. Je vais te hanter toute ta vie, reprend la voix. Chaque jour, chaque nuit, je te rappellerai que tu es un monstre, un monstre. Sauf quoi, tante Édith? Pleurniche Alex en joignant les mains. Parlez, parlez, par pitié, parlez, je ferai tout ce que vous voudrez. Sauf si tu vas te livrer à la police, misérable. Immédiatement, sans perdre une seconde. Si tu hésites, si tu t'arrêtes un instant en chemin, tu seras maudit pour l'éternité. Tout de suite, promet Alex d'une voix tremblante. Tout de suite, tante Édith. Il sort en courant et grimpe dans sa voiture. Puis il démarre en trombe et fonce à toute allure sur le chemin. Quelques instants plus tard, Bill revient vers la maison. « Dites donc, on n'a jamais vu un criminel aussi pressé de se livrer. Le coup du squelette en plastique et du miroir sans teint, c'est quand même plus efficace que n'importe quel détective, non? Venez là, mes trésors. Venez près de maman Édith. Venez. Désormais, mes enfants chéris, personne ne nous empêchera plus de nous amuser ensemble. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.